Salut Walé. Enchanté. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Merci de me donner un peu de temps. Je sais que tu es de passage ça quelques jours, donc je suis trop contente de t'attraper. Tu arrives de Lagos où tu t'es installé en famille depuis 1 an, qui est un pays qui est cher à ton cœur, où tu as l'essentiel de ta famille. Et puis, si j'ai bien compris, on va y revenir, tu as passé ton enfance évidemment en France, tu as grandi en France, mais à faire beaucoup d'allers-retours, donc c'est pas une découverte, c'est une installation, une réinstallation. Alors, Walé, tu as eu 2 vies. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ouais, je te vois faire des signes de tête. Je suis un chat, je suis entre 7 et 9. Ouais. Mais là, on va dire que j'en suis à 2 ou 3. Mais vas-y, je t'en prie. Dans ces 1000 vies, il y a quand même eu un moment de rupture qui est assez récent autour du Covid, autour des années 2020. Mais globalement, tu étais un entrepreneur à succès dans le monde de l'influence, du marketing, des PR, de l'événementiel, beaucoup du digital. Tu as monté une agence très jeune, 28 ans je crois. Ouais, 27. 27, ouais, super jeune. Donc c'est hyper gutsy, comme disent nos copains américains, qui s'appelait Darwin. Tu bossais pour les plus beaux clients de la place. J'ai nommé Netflix, Spotify, Canal, YouTube, Hermès et plein d'autres. Tu as eu une petite centaine de salariés. Grosse centaine en fait. Hein. Une grosse centaine, surtout ouais. pendant le Covid. Ouais. Du coup, une grosse dizaine d'années, une douzaine d'années. Ouais, 13 ans. 13 ans. 13 ans à fabriquer du désir pour les plus grandes plateformes, pour les plus grandes marques. Tu as été nommé publicitaire de l'année, tu as reçu différents prix pour reconnaître combien tu excellais en la matière. Et collectivement, parce que c'est toujours des prix collectifs, même si ça salue ton travail, c'est un prix collectif. Combien c'était collectivement des équipes de dingue. Et puis tu as revendu ton agence à une autre agence qui s'appelle Media.Monks, qui a permis une croissance encore plus belle. Et en même temps, c'est plus ou moins le moment où tu as basculé sur une vie qui était au service d'eux. De l'ensemble de ses compétences, de l'ensemble de ce réseau, de ce savoir-faire, pour des causes qui te tenaient à cœur. Et ça, on va en parler beaucoup ce matin. Avec plaisir. J'en nomme quelques-unes et puis tu vas me compléter. La lutte contre l'extrême droite, une meilleure représentation des quartiers, des cultures populaires, et le rap en particulier, que tu dois adorer, je pense. Depuis très longtemps, ouais. La santé mentale, sur laquelle tu t'es super engagé via un docu, on en reparlera. La justice sociale et climatique, au travers d'une asso Impact Film. Donc tout ça, plus ce que tu fais aujourd'hui au Nigeria, au travers des médias, tu vas en venir, et au travers aussi de l'accès à l'énergie, à une énergie durable pour tous. Donc on le sent bien, ça bouillonne. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, mais pas toujours au service de la même chose. Clairement. Et aujourd'hui, toutes tes compétences, elles sont toutes au service de l'impact. Exact. T'es d'accord avec mon intro ? C'est très juste, c'est très clair, bonne analyse, merci, je peux partir maintenant. Non, attends, me fais pas ça, tu vas me laisser en plan. non, t'as plein de trucs à nous raconter. C'est une bonne intro. Si ça te va bien, on va commencer par faire un peu de travail d'archive. Allons-y. Et on va remonter le temps ensemble. Alors pourquoi je fais ça ? Ça peut paraître un peu lointain, mais en fait, l'enfance, c'est toujours ce qui nous fonde. Et je suis sûre que les envies d'impact que tu as eues à la quarantaine, elles prennent racine dans qui tu étais, dans ta famille, dans les valeurs qui t'ont été transmises. C'est quoi les valeurs qui t'ont été transmises, justement ? Comment tu as grandi ? Alors, j'ai grandi en France, à Paris, et j'ai grandi notamment dans un endroit particulier qui est la ville la plus riche de France. Donc, j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine. Je suis un homme de paradoxe, un homme de pont. Donc en gros, ma mère célibataire a eu 2 enfants en France, donc mon frère aîné et moi, à la fin des années 70 et début des années 80, et elle était francophile. Elle a décidé de s'installer à Neuilly parce qu'elle trouvait que c'était un chouette endroit et qu'elle voulait être dans ces quartiers-là. Et ta mère est arrivée de Lagos, hein ? Ma mère est arrivée de Lagos, sans dessous, donc en fait on s'est retrouvés dans les HLM de Neuilly. Ça, il y a une obligation légale en France normalement. Ouais. Je crois qu'il y a 10% de la surface en location doit être dédiée aux plus bas revenus. Donc du coup, être des logements sociaux. Et si les villes le font pas, ils payent des amendes. Neuilly, c'est une des villes qui décide et qui préfère payer des amendes que d'accueillir des gens qui n'ont pas de moyens. Donc en gros, il y a 1%, je crois, de HLM à Neuilly. Et moi, j'habitais là. J'ai grandi là. J'ai passé 20 ans de ma vie à grandir à Neuilly, donc dans les très beaux quartiers, avec des réseaux, des familles, un environnement, une communauté, des gens les plus riches, les gens les plus aisés de France, quand on se parle des 1%. J'ai grandi, je suis allé à l'école, j'ai fréquenté ces gens-là, mais j'entrais chez moi dans un 30 mètres carrés, où je dormais dans le salon avec mon frère, pendant 20 ans. Ma mère avait une chambre, on avait la cuisine dans la chambre, j'ai jamais eu de chambre de ma vie.
jusqu'à ce que j'emménage adulte dans des appartements que je louais en tant qu'adulte. Comment tu le vivais, ça, cette bascule entre deux mondes? Ça m'a beaucoup caractérisé parce que je suis un homme noir, donc j'ai grandi dans un environnement qui est essentiellement blanc. J'étais dans un quartier, dans une résidence sociale, donc avec des gens dans mon entourage, mes voisins étaient des gens qui n'avaient pas le sou non plus, dans une ville extrêmement riche. Je suis de culture nigériane, anglophone, dans un pays qui est francophone, donc j'ai toujours été... comme les anglo-saxons disent, fish out of water, tu vois, celui qui est un peu à part. Et quand tu grandis dans cette ambivalence-là, t'as pas conscience de cette ambivalence-là, c'est juste la réalité de ton quotidien. Donc, je pense que très vite, ça m'a appris à m'adapter très fortement. Ce qu'on appelle aussi le code switching, la manière dont tu parles en fonction de ton interlocuteur, c'est quelque chose qui m'est venu très naturellement à cause des langues déjà, parce que j'ai grandi en parlant 3 langues, français, anglais, yoruba et une langue nigériane. Donc, parce que les références culturelles quand t'es en France ou quand t'es au Nigeria sont pas les mêmes. Donc j'ai grandi moi dans quelque chose qui a toujours été mélangé en ayant une lecture assez claire de quelles sont les règles et les règles formelles ou informelles de cet écosystème, comment je m'y adapte, comment j'y survis, comment j'y existe, comment je m'y épanouis. Tu te sentais bien quand tu étais à l'école et tu avais des copains, t'étais bien... C'est zéro problème parce que j'étais un bon élève. Donc ça aide quand même. Donc tu as vraiment bénéficié de la méritocratie française, d'une certaine manière. Je sais pas si j'étais dans la méritocratie parce que j'étais dans une école très élitiste, publique, où il y avait très peu de mélange. Et donc du coup, par reproduction sociale, t'es placé dans une bonne école, donc il y a plus de chances que tu réussisses. Je sais pas si c'est ce qu'on appelle la méritocratie, mais en tout cas, c'est le résultat de l'éducation nationale française. Si t'es placé dans un bon lycée et que t'es médiocre, moi, beaucoup d'élèves à qui j'étais à l'école qui étaient moyens, médiocres, 20 ans plus tard, ils ont extrêmement réussi. Parce que t'as les réseaux, t'as les accès, t'as les stages, t'as les connexions. Donc, je sais pas si moi je parlerais de méritocratie, mais en tout cas, j'étais mis sur des rails du succès à la française en étant dans cette école-là. Donc, j'ai grandi avec des gens extrêmement variés, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette, mais aussi avec des gens qui avaient des villas privées, enfin des villas sur 3 étages avec des ascenseurs chez eux. Ça, c'était mes potes de collège, de lycée. Et moi, je rentrais chez moi dans un 30 mètres carrés où on vivait très bien et très heureux. Mais j'ai grandi avec ce paradoxe-là de savoir qu'il y avait 2 mondes dans ma ville et dans ma vie. Et en même temps, comme ma mère, ça lui tenait à cœur qu'on reste connecté au Nigeria, qui est un pays d'Afrique anglophone, qui est un géant de l'Afrique, un membre de l'OPEP. Il y a beaucoup de pétrole, mais aussi extrêmement d'inégalités. C'est-à-dire, en fait, il y a une classe riche, extrêmement riche, et aussi pas mal de pauvreté. Moi, je rentrais, du coup, au Nigeria régulièrement pour les vacances, pour voir la famille. On avait cette chance-là. Ma mère a investi dans l'enracinement aussi au Nigeria. Et donc, du coup, au Nigeria, t'es le français. En France, t'es le nigérian. Et donc, du coup, t'es toujours dans une forme d'ambivalence, mais qui t'enrichit parce que t'as 2 points de vue. Et surtout, j'ai très vite compris, très jeune, que le monde était fait de villas, mais aussi de gens qui marchent sans chaussures, qui mendient, qui sont dans des situations de handicap, et que la justice n'est pas forcément quelque chose aussi simple que tout le monde devrait avoir un toit, une maison, quelque chose qui l'épanouit, une famille s'il le veut, mais les conditions dans lesquelles tu nais ont un impact fondamental sur la trajectoire que tu peux avoir, parce que moi je suis un Nigérian né à Paris, à Neuilly, et j'ai eu accès à ceux auxquels j'ai eu accès. Peut-être que 200 autres millions de Nigérians auraient pu faire des choses comme moi, juste ils ont eu l'opportunité. Et alors, tu vois, tu me racontes ça et je me dis, il y a plein de façons de le vivre. Et ça dépend aussi de la façon dont tu es éduqué et dont tu es accueilli par tes petits copains. Tu vois, ce qu'ils te font ressentir. Tu peux ressentir tout ça comme étant une super chance et tu te dis, voilà, moi j'ai compris le monde en fait dans toute sa complexité quand mes petits copains, peut-être pas. J'ai vu des choses du monde, j'ai pas compris le monde, j'ai vu des choses. Mais t'es quand même... par rapport à un adolescent de base qui grandit à Neuilly, tu as quand même une compréhension de la complexité du monde qui est infiniment plus établie. Ça peut te mettre en colère, ça peut te donner une niaque d'enfer en te disant en fait, moi je veux pas voir ça, je veux en faire partie. Ça peut, toi, tu peux avoir un refus, tu peux avoir plein de trucs quand tu vis ça. Comment toi tu l'as vécu ? Je l'ai vécu comme une chance, et puis comme une chance que je dois à ma mère par ce choix-là qu'elle a fait de se dire, parce que ça c'est important de dire, je préfère vivre pauvre chez les riches que riche chez les pauvres. Parce qu'elle a eu des propositions de vivre dans des T2, des D3, des T4 en banlieue parisienne, plus éloignés des quartiers privilégiés, et du coup des bonnes écoles. Elle, le choix qu'elle a fait, archi intelligent, et maintenant que je suis parent, je vois à quel point ce choix-là a été fondamental dans ma trajectoire et dans celle de mon frère. C'est le fait de te dire, moi je choisis une bonne école. Ma priorité pour mes enfants, c'est leur éducation. L'école. C'est leur éducation, à la fois ce qu'ils apprennent, les gens qu'ils fréquentent, comme je dis, les règles informelles et formelles, le réseau qu'ils acquièrent,
Donc les gens de 30 ans, 40 ans que je connais aujourd'hui sont des assets pour ma carrière, et ça n'aurait pas été le cas si j'avais grandi à 2 stations de métro plus loin, à La Défense, à Courbevoie ou à Nanterre, ce qui était une option. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis extrêmement redevable, que je comprends, que j'ai très vite compris, parce que l'éducation est une chose majeure, notamment quand tu viens d'un pays où il y a beaucoup de personnes, il y a 250 millions d'habitants aujourd'hui, il y en aura à peu près 1 milliard en 2100, donc il y a une démographie qui est assez importante, donc la manière de s'en sortir, c'est l'éducation. C'est ce auquel on croit fondamentalement, et on le reproduit sur le continent africain, mais la diaspora essaye aussi de le reproduire en disant je veux que mes enfants excellent, et donc je vais essayer de leur donner les moyens de les mettre dans des environnements, dans des écosystèmes où ils vont pouvoir le plus facilement réussir, quoi. Donc ça, je suis très redevable. Et après, on a, je pense aussi, une fibre très entrepreneuriale. Parce que quand tu es dans un pays en développement, t'as pas de filet de sécurité. Donc on a la chance en France, et c'est génial, et en Europe, d'avoir des filets de sécurité, d'avoir un secteur social, d'avoir des infrastructures qui marchent. Tu vois, on peut s'en plaindre, mais d'une certaine manière, les choses fonctionnent pour être meilleures. Bien sûr. Mais il y a quand même une base structurelle qui est solide et qui permet aux familles, aux citoyens et citoyennes de vivre avec un minimum légal et de confort. Quand tu viens d'un pays qui n'a pas ces infrastructures-là historiquement, t'es obligé de te débrouiller. Donc le sens de l'autonomie, moi, c'est quelque chose que j'ai extrêmement vite vu, compris et acquis, quoi, et qu'on m'a insufflé. Je sais pas, à 12 ans, 13 ans, je faisais de l'événementiel avec ma mère, qui avait monté des trucs associatifs dans tous les sens. J'ai vu de quoi elle était capable, et je pense que naturellement, tu t'inspires de ce que tu vois dans ton environnement direct et indirect. Et donc, la démarche entrepreneuriale, je savais pas à l'époque que ça aurait une incidence sur moi, mais c'est quelque chose qui a contribué, on va dire, quasiment à mon ADN, quoi. C'est clair, ça se sent, jusqu'à aujourd'hui. Ta mère, elle a l'air d'avoir eu une influence, enfin c'est normal, hein, chez tout le monde, nos mères ont des influences, mais la tienne, ça a l'air d'avoir été une personne hyper inspirationnelle pour toi. Je pense que c'est le cas parce qu'elle a démontré des choses que j'ai vues directement. Tu sais, en tant que parent, c'est dur de montrer ce que tu fais à tes enfants. Moi, je suis parent aujourd'hui de 2 enfants. Je suis pas sûr que mes filles comprennent très bien ce que je fais. Donc, j'essaie de les emmener parfois dans des projets qu'elles peuvent comprendre pour qu'elles perçoivent ce que je fais. Ma mère, je lui ai raconté une anecdote qui est très simple et qui a été structurante pour moi. Il y a la Coupe du Monde en 1998 à Paris. C'est génial. 1 an avant ça, mon frère et moi qui sommes passionnés de foot, on demande si ma mère peut avoir par l'ambassade ou par des amis des billets pour la Coupe du Monde, et notamment le Nigeria qui joue en France. Donc c'est génial. Franco-nigérian, le Nigeria joue, t'as envie d'y aller, quoi. Moi je passe le brevet à ce moment-là, mon frère passe le bac, et ma mère me dit je vais essayer de regarder, et en fait elle se rend compte qu'il n'y a pas d'accès, que c'est pas très simple, c'est avant Internet, donc tu vois, c'est pas la vente en ligne comme aujourd'hui. Et en gros, elle se dit, bon, bah, je vais essayer de me débrouiller pour vous avoir des places. Et en fait, elle se rend compte que l'ambassade n'en a pas, que la fédération n'a rien mis en place pour les Nigérians en France et en Europe. Et elle décide de monter un club de supporters du Nigeria qui va accueillir tous les Nigérians qui viennent en France et mettre à disposition des billets. Donc, elle est partie d'un trou dans la raquette du marché. En tant qu'entrepreneur, je vais analyser ça comme ça. Elle a vu une opportunité, déclenchée par ses enfants qui avaient juste un désir de voir des matchs, quoi, comme des petits gamins, des petits ados qui veulent voir aller au stade pour voir une équipe. Et en fait, elle a transformé ça en projet entrepreneurial de gérer de gérer le club des supporters du Nigeria en France. Et moi, je me suis retrouvé, du coup, à 15 ans, à coordonner les Nigérians qui venaient à Paris, aller les chercher à Orly, être le traducteur, l'interprète, aller voir tous les matchs. Et quand tu vois ça, quand t'es au premier rang, et que tu vois qu'en 6 mois, t'es passé de « Maman, est-ce qu'on peut avoir des places ?» à « Maman, comment est-ce qu'on accueille les 400 personnes qui viennent en bus pour aller à Nantes ?» tu peux pas rester indifférent. Ça peut pas glisser sur toi comme de l'eau. Forcément, ça infuse. Et forcément, tu vois que des choses qui semblent irréalistes, impossibles ou difficiles ne le sont pas tant que ça. Que le premier pas est celui qui rend les choses impossibles possibles. Et ça, quand tu le vois vraiment, c'est génial. Et tu vois, tu parles d'expérience, tu sais pas des livres inspirationnels, des grandes théories sur le développement personnel. C'est la réalité de ce que tu vois au premier plan. Et puis là, t'étais vraiment très loin, je pense, de la culture de tes petits camarades qui orientaient tout sur le scolaire, j'imagine, et qui étaient beaucoup plus passifs, quoi. Clairement. Ouais. Ou qui avaient les accès. Ouais. Ou qui avaient les accès et les moyens. Qui achetaient les tickets, en l'occurrence. Ouais. Mais donc là, ta mère, elle est vraiment exceptionnelle. Je crois qu'elle est, ouais. Il faut lui rendre. Et puis dans l'anecdote que tu racontes, où tu es un jeune ado, en fait, en 3e, en fait, il y a tout le reste.
Il y a la façon dont tu vas te reposer sur des personnes qui ont une grosse notoriété, en particulier des personnes du sport, pour faire passer des messages. Tout ce que tu fais en montage d'événements. Enfin, on sent qu'il y a vraiment la jeunesse de tout le reste. Ça plante les graines de ce qui arrive par la suite, quoi. Comme tu dis ce que tu dis en intro, c'est vrai. Les expériences qu'on a dans notre jeunesse forgent un peu notre regard, notre identité, nos envies, et puis les choses se répètent de manière différente, s'expriment, se répètent et se retrouvent, quoi. Donc il y a une forme de cohérence dans l'expérience de vie que j'ai eue jusqu'à présent, les 40 premières années, c'est vrai. Bon, allez, on va passer vite sur cette première phase de vie, tu vois. Je vais en dire 2 mots, puis je vais te laisser commenter un peu dessus, mais après, je voudrais qu'on passe sur tes engagements. Dans cette première phase de vie, tu vas faire des études et des très bonnes études. Tu vas intégrer notamment Dauphine. Tu vas ensuite intégrer une agence, 2 agences, et puis très vite, donc on le disait en intro, monter la tienne, jusqu'au moment où cette agence sera tellement grosse, tellement belle, tellement attirante qu'elle sera rachetée. Qu'est-ce que tu gardes de ces années-là ? Tu vois, quelles sont à la fois avec du recul, ce qui t'a permis d'avoir un aussi beau succès, et puis surtout là où tu t'es éclaté ? En fait, ces années-là se découpent en 2 phases. Quand j'arrive à la fac, j'arrive à la fac parce que j'ai pas d'argent et je peux pas faire d'école de commerce. J'ai le niveau pour faire une prépa, mais une prépa veut dire école de commerce, donc 10-15 000 balles par an pendant 2-3 ans. Flemme et pas la thune, quoi. Vraiment, moi je voyais mon frère galérer qui avait fait une école privée, qui allait étudier, allait bosser chez Häagen-Dazs sur les champs, rentrer chez lui le week-end, rentrer chez lui bosser, le week-end bosser au jardin d'acclimatation. Je voulais pas de cette vie-là, j'étais pas prêt à me buter à faire prépa et en plus bosser comme un fou pour espérer avoir une école. Tu vois, je me disais que c'était pas un chemin pour moi. Par contre, Dauphine, je suis entré parce que j'ai été dans un lycée de Neuilly, que Dauphine est une fac du 16e et qu'il y a des passerelles naturelles pour les bons élèves. Donc, j'ai pu très facilement entrer dans cette excellente fac qui était gratuite. J'étais boursier. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et quand je suis arrivé à Dauphine, en fait, je suis rentré dans le domaine de l'audiovisuel par un club vidéo qui s'appelle Channel 9. Et en fait, pendant les 10 premières années de ma vie, on va dire de 17 à 27 ans, jusqu'à ce que je bascule en pub, j'étais dans le milieu de la télévision et de l'audiovisuel et j'ai rencontré des amis pour la vie là-bas. Donc ça a été une première phase, mais au bout de 10 ans, j'ai senti une forme de lassitude et de fatigue et l'envie de faire autre chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que je fonctionne sur un modèle de décennie où j'aime bien partir d'un écosystème où je connais rien et me développer, apprendre et faire des choses et progresser pour atteindre un niveau qui est le maximum de mon potentiel. Une fois que j'atteins ça, je me désintéresse et puis je passe à autre chose. Pas que je me désintéresse, mais je quitte pour construire en top. Voilà, j'empile en fait les savoirs. Donc pendant 10 ans, j'ai fait de la télévision et en fait, mon savoir en télévision m'a servi à être un très bon communicant parce que en fait, j'en ai pas moi de la pub que je trouve ennuyeuse, j'en ai du contenu intéressant, ce que j'avais appris à faire 10 ans plus tôt. Du brand content, exactement. Comme on dit. Et des expériences de marque et des contenus sur les réseaux. Donc je suis venu avec cette approche-là qui était différenciante du marché. Donc c'est à nouveau ce point de vue-là de dire que j'étais un pont entre 2 mondes qui se parlaient pas à l'époque, qui était le monde du digital et le monde des médias et de la culture. Et que mes 10 ans d'expérience, de mes 10 premières expériences, 10 premières années d'expérience professionnelle, ont nourri ma différenciation dans ma deuxième vie professionnelle. Donc, cette différence-là de compétences, je l'ai ensuite reproduite en me disant, les gens que je vais recruter, j'ai envie d'avoir ce supplément d'une expérience d'avoir qu'ils aient quelque chose de différent. Donc, genre, un garçon qui s'appelle Pierre, qu'on a recruté, qui avait jamais fait de publicité, qui était un très bon auteur. On l'a recruté en disant, c'est intéressant, on va amener dans notre écosystème quelqu'un qui a jamais fait de pub, mais qui sait très bien écrire, qui sait très bien faire de la vidéo, et ça va apporter quelque chose de nouveau. Il a été la voix de Netflix, et ça a été un des meilleurs sur ce projet-là. Donc, j'ai appris très vite que la diversité, par mon profil, était un atout. Ce qui est assez rare en France, quand même. On aime bien reproduire. Tu prends pour le même poste, tu prends pour un poste quelqu'un qui a eu déjà cette expérience-là ailleurs. Donc là, t'arrivais avec un edge. J'arrivais avec quelque chose de différent, mais qui était aussi lié à moi, mon profil. J'avais un profil qui était différent parce que j'ai été de culture anglo-saxonne, donc je consommais beaucoup le monde culturel et médiatique anglo-saxon qui est différent, mais qui plaisait aux marques internationales que tu as citées, les Netflix et Spotify, les YouTube et autres, que j'arrivais en pub après avoir fait très peu de pub. En gros, j'ai fait 1 an d'expérience chez Buzzman, j'ai compris comment ça marchait, puis je suis parti monter mon agence. Donc, j'avais jamais été entrepreneur, j'avais passé 1 an en pub. Donc, globalement, quand j'ai monté mon agence, qui a ensuite très bien marché, j'avais moins d'expérience en pub que mes stagiaires. Et je leur disais, mais en fait, vous savez peut-être mieux que moi, quoi. Vous avez fait des études de pub, de marketing et des stages. Moi, j'ai démarré il y a 1 an et je connaissais rien. Donc, j'ai pas peur d'apprendre. J'ai pas peur d'échouer. J'ai pas peur d'échouer dans les recrutements que je fais. Parce qu'en fait, chercher des gens qui sont différents, c'est-à-dire
prendre un risque supplémentaire. Bien Tout sûr. recrutement, c'est déjà un risque Ouais. parce que c'est difficile. Donc, j'ai appris tout ça, moi, très vite, et j'ai appris que ça crée plus de valeur, que la prise de risque donnait accès à des plus grands succès. Donc, la raison pour laquelle la boîte s'appelait notamment Darwin, c'est aussi, mon point de vue, c'était de se dire, pour gagner grand, il faut oser, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai fait, qu'on a fait dans notre travail, dans nos fonctionnements, dans notre valeur, dans notre culture, et qui s'est retranscrit de manière cohérente à travers toute l'entreprise, et qui aujourd'hui, j'en suis ravi, nourrit des carrières, des trajectoires, et puis on a fait des petites agences qui sont montées à partir d'anciens de chez nous, et cette culture-là, et cette vision-là du monde est importante pour moi. C'est-à-dire, en fait, et l'audace, la diversité, et l'importance de la culture. Et du respect sont clés. Alors, Walé, on sent que tu t'es éclaté, en fait. Tu t'es amusé tout au long, en fait, de cette aventure. T'aurais pu continuer. Tu vois, tu pourrais aujourd'hui, on serait peut-être pas en train de se parler, mais tu pourrais être à la tête de la prochaine agence, parce que je comprends que tu t'ennuies et que tu veuilles vendre, recréer, etc. Parce que on sent bien que tu as l'entrepreneuriat dans le sang. Mais pourquoi cette rupture ? Pourquoi est-ce qu'à un moment, tu te dis... en fait, la prochaine campagne pour Netflix ou pour Hermès, ça sera pas moi. Je pense que comme les 6 milliards d'êtres humains sur cette planète, l'année 2020 a été une rupture inédite. Vraiment. Moi, je l'ai vécu comme une rupture de mon style de vie, de ma vision, de ma compréhension du monde, ça a été un enjeu de vie ou de mort. Vraiment, le Covid, ça a été pour tout le monde en même temps un questionnement sur la vie et la mort. Moi, je me souviens d'Édouard Philippe, qui parlait à la télé, donc notre premier ministre de l'époque, il y avait des compteurs du nombre de morts par jour. Franchement, psychologiquement, ça a été un choc profond. Ma femme était enceinte du deuxième enfant, de ma deuxième fille. On avait la première qui avait 3 ans à la maison. Elle a chopé le Covid en pleine grossesse. Donc, vraiment, le questionnement sur qu'est-ce qu'il en est de nos vies, quel est le sens de nos vies, où est-ce qu'on va, je me suis vraiment posé moi fortement la question. J'étais déboussolé. Je suis quelqu'un qui a une vision assez claire de ce qu'il fait, de là où il veut aller. Je pense que la vision, c'est une de mes capacités, une de mes qualités fortes. J'étais dans le brouillard. En vrai, j'étais dans le brouillard. Business, effondrement du business pendant 6 mois, parce qu'en gros, personne ne sait où on va. Donc ça, pour quelqu'un qui a géré que de la croissance, super dur. Tu dois rassurer des équipes sans être rassuré toi-même. Pas sur est-ce que je vais encore avoir un taf, c'est rassurer sur si je suis malade, est-ce que je peux mourir, enfin, vraiment pour un gestionnaire, un employé, un parent, un citoyen, ce que tu veux, je trouve que la période était d'une intensité et d'une difficulté qui était monstre. Et ça nous a forcé, et ça a très bien fait un break. On a tous dû faire un break forcé. Et quand tu fais un break, et c'est un peu le principe des vacances, c'est pour ça que c'est bien, ou des années sabbatiques, ça te force à reconsidérer ton point de vue sur les choses et sur tes acquis et sur tes réflexes et sur ce que tu fais sans y réfléchir. T'as mis l'agence sur pause à ce moment-là ? On a passé une partie... Enfin, ça a été un double temps. On a passé les gens en chômage partiel. Je crois qu'on a passé 50% de la boîte en chômage partiel pendant quelques temps. Contrat est forcé et puis aidé par l'État, donc merci. Et en même temps, il y a une reprise fondamentale parce que les marques pour lesquelles je bossais, qui étaient des marques du numérique, donc Spotify, YouTube, on cartonnait en fait. Bien sûr. Et donc du coup, moi j'ai quasiment mis, et c'est un peu dur, la moitié de la boîte en burn-out parce qu'on avait une croissance de malade à gérer en étant chez soi, en quasiment des demandes de bosser 24 heures sur 24 parce qu'on était dans une période de croissance numérique qui s'est retournée derrière, hein, mais qui était incroyable. Et puis des gens qui bossaient sur l'événementiel qui avaient rien à faire et que tu pouvais pas transposer, que tu pouvais pas forcément transposer. Donc cette gestion-là, elle était folle. Et donc ça, c'est un élément qui a été très fort pour moi dans mes interrogations. Et au même moment, il y a la mort de George Floyd aux États-Unis, quasiment en direct sur les caméras, qui, moi, m'a mis un coup au moral phénoménal. Où un homme noir qui supplie, qui appelle à sa mère, meurt devant les caméras du monde entier sans que rien ne se passe. Moi, je me suis dit, la fragilité de la vie, et notamment en étant un homme noir, elle est horrible, elle n'existe pas. Et je me suis dit, bon, bah, moi qui suis un homme qui a acquis des choses, de la compétence, du savoir-faire, de l'expérience du réseau, je suis chez moi dans mon canapé, qu'est-ce que je peux faire à cette situation-là ? Ça se passe à des milliers de kilomètres de chez moi. Je suis connecté parce que je suis un être humain, donc je vois un autre être humain mourir, ça me bute. Je vois un homme noir mourir, ça me bute. Et je vois l'inaction de tout l'écosystème autour. Et je me dis, en fait, si des gens comme moi, qui sommes les premiers concernés, on n'agit pas, oui, bah, je me sens encore plus responsable, quoi. Alors, aux États-Unis, ça s'est pas passé inaperçu. J'habitais là-bas à l'époque, ça a enflammé les rues, en fait. Hein. Tu vois, il y a eu une vraie prise de conscience qu'il fallait changer la donne.
Et bon, c'est pareil, le Covid était hyper brutal. Parce qu'en plus, il n'y a pas de... Filet de sécurité. Ouais, il n'y a pas de filet de sécurité. L'accès aux soins est quand même mauvais. Il y a plein de préconditions médicales qui font que le risque de mortalité est hyper fort. Donc, le mélange entre le Covid et l'émotion qu'il y a eu au moment de la mort de George Floyd a été hyper... ça a vraiment été très explosif. Est-ce qu'à ce moment-là... Je précise juste une chose, parce que mon changement à ce moment-là, il s'est fait sur l'aspect public de ce que je faisais. Moi, j'ai toujours considéré que ma boîte était un super véhicule pour grandir personnellement, faire grandir des équipes, faire du business avec les boîtes, mais aussi pour exprimer quelle était ma vision du monde. Donc, j'ai toujours fait de ma boîte un lieu très progressiste. Je recrutais des gens des minorités, des gens différents, des gens en situation de handicap, tu vois. Je me suis dit, en fait, je suis chez moi dans ma boîte, donc je peux faire ce que je veux. Donc, ce que j'ai en tête de ce que pourrait être le monde, un monde sain et heureux, essayons de le reproduire. Et en plus, essayons de faire en sorte que commercialement ça marche pour que ça devienne un modèle pour d'autres. Tu vois, donc un élément d'exemplarité. Mais ça, j'ai toujours fait, parce que c'est peut-être ma nature qui était comme ça, discret dans mon coin. Donc, tu vois, je dis, on a fait le congé menstruel en 2017. On n'a pas communiqué dessus. On a mis en place, j'en sais rien, des quotas. Enfin, tu vois, il y a des quotas pour les femmes dans le 440. Moi, j'ai mis des quotas pour qu'il y ait 50% de femmes dans le leadership. On n'en a pas parlé parce que, pour moi, c'était un exercice de style de démontrer ça chez moi. Quand George Floyd est apparu, je me suis dit, en fait, tu peux pas continuer à t'engager et à pas montrer qu'il y a des exemples de choses qui marchent. Et donc ça a été le point de bascule, pas l'engagement, mais le fait d'être vocal, et le fait d'être outspoken, le fait de publiquement me positionner. Ça a été le changement chez moi, d'avoir un engagement qui soit public et qui puisse, que les autres puissent voir. Parce que ceux qui cherchaient des modèles ou des lieux qui ressemblaient à ce qu'ils avaient en tête, bien sûr, tu as besoin de modèles. Bah oui, tu as besoin de modèles. Bien donc, sûr. du coup, nous, on en avait constitué un, mais on restait un peu caché. Là, je me suis dit, OK, on arrête. On va être beaucoup plus vocaux et engagés publiquement. Alors, il y a plein de choses qui sont intéressantes et je vais revenir par petits bouts. Effectivement, ce que tu as fait peut devenir un récit, en fait. Et c'est vraiment chouette d'en parler. Et c'est une bascule, tu le dis très justement, c'est d'une bascule de le faire versus le raconter et devenir un modèle, devenir un récit pour d'autres. Il y a ton organisation et il y a votre contenu. Et tu nous parles de l'organisation et toutes les choses assez remarquables et vraiment avant-gardistes que tu avais mises en place. Dans les récits, c'est-à-dire dans le contenu que vous développiez pour les marques, on est au cœur de la société de consommation. Tout d'abord. Et tu nous parles de la façon dont le Covid a tout remis en cause pour toi. Jusqu'où est-ce que tu as été à ce moment-là dans la prise de conscience des dysfonctionnements de notre monde et comment est-ce que ça pouvait questionner ou pas le contenu que tu crées? Moi, j'ai toujours fonctionné avec une notion d'exemplarité. Je pense que c'est important pour un leader de pas seulement raconter à tes équipes ce que tu attends d'elles sur ce qu'elles font et de la manière dont elles le font. Tu vois, il y a deux choses qui sont importantes. Il n'y a pas que le faire, il y a la manière dont tu le fais qui constitue la culture. Comment les décisions sont prises, comment les erreurs sont corrigées ou révélées ou pas. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours été très vocal sur les valeurs qui étaient miennes. Donc, peut-être au bout de 4 ans d'existence, j'ai créé un deck de culture de qu'est-ce qu'est la culture d'Erwin, quelles sont les valeurs qui nous constituent. Et chaque personne qui était recrutée devait lire ce deck et le challenger. Ce qui te force du coup à critiquer, ce qui te force à lire. Et donc du coup, ça me permettait de donner l'autonomie à mes équipes, de produire des choses, des histoires, des campagnes, alignées avec ce référentiel culturel. Quand il y a eu le Covid et qu'on était tous masqués, qu'on a tous découvert les masques, mes équipes ont fait quelque chose de génial et que je trouve encore plus génial parce que moi, je n'étais pas impliqué. On a eu la campagne de lancement pour Netflix de la série Lupin avec Omar Sy. Et mes équipes ont proposé et produit une campagne qui a fait énormément de bruit où Omar Sy, masqué, donc un des 5 hommes les plus célèbres de France, se transforme en colleur d'affiches et va dans le métro parisien coller des affiches. Vraiment. Et personne ne le reconnaît parce qu'il est masqué. C'est au moment du débat sur le personnel médical et tout le personnel de première ligne, quoi, les supermarchés, les éboueurs. On dit, en fait, on ne les regarde pas. Ils sont fondamentaux. On se rend compte à quel point le banquier sert à rien au moment du Covid et que le caissier est fondamental et que le livreur est vital. Et on s'est dit, mettre ça en scène avec un des hommes noirs les plus célèbres de France, qui est Lupin, donc qui est quelqu'un qui se déguise et qui se masque,
et le mettre dans le métro, le lieu le plus banal de passage, lui fait faire un truc banal qui est coller des affiches pendant une journée, faisons-le et démontrons aux gens qu'en fait, on se regarde pas. Et ça, ce que j'adore dans cette campagne, c'est pas seulement que créativement, c'est excellent, que c'est pertinent avec la série, pertinent avec la société et incroyable à regarder, mais que socialement, ça te raconte quelque chose. Et ce qui me plaît le plus, c'est que moi, j'ai pas eu mon mot à dire dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aligné avec ma manière, la culture que j'ai essayé de transmettre, et que c'est une incarnation de l'expression culturelle de ce qu'est la boîte et ce qu'étaient les valeurs de la boîte sans mon intervention. Et c'est ça, pour moi, la réussite d'une culture d'entreprise. Ce que tu me dis, c'est qu'en fait, tout ce que tu vas faire après, c'était déjà, d'une certaine manière, à l'œuvre dans ta boîte, et que quand tu crées du contenu, ton contenu, en fait, il présentait déjà la société enfin, il y avait des messages sociétaux importants. Oui. Quel que soit le client, t'en profitais pour faire passer ces messages. Et comme nous, on était clairs là-dessus, les clients qui venaient nous voir découvraient pas qu'on était comme ça. Ouais. Tu vois, ils venaient nous chercher pour ça. Ils venaient nous chercher pour ça, ou ils comprenaient qu'en tout cas, dans le package, on était positionné comme ça. Donc ça nous a beaucoup aidé à nous différencier. Et c'est là où je trouve que l'engagement permet aussi de créer de la valeur. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des agences, je crois qu'il y en a 1700 qui se créent tous les ans. Et il y en a 1700 qui meurent tous les ans. Parce que c'est dur, il y a de la concurrence. Donc l'idée de se dire comment est-ce qu'on se différencie et comment est-ce qu'on est authentique à soi-même, c'était important. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces éléments-là et qu'on demandait aux gens de comprendre et de challenger et de s'en inspirer. Et donc, moi, je trouve que cette campagne-là, justement, à ce moment-là, est une superbe représentation. Et bravo à Thomas, Boris, Fabienne qui ont bossé dessus. Et à nouveau, la plus grande fierté, c'est que je suis pas du tout intervenu. C'est pas à moi que les valeurs étaient vraiment profondément ancrées. Ou que tu faisais les bons recrutements. Les deux, peut-être. Pour autant, que tu nous le dis et t'insistes dessus, 2020 a été une rupture. C'est comme, vers quoi t'es passé à ce moment-là? Quelles sont les choses où tu t'es dit, en fait, ça, je vais plus le faire comme avant, je vais en sortir? Il y a des choses que je vais passer au tamis, en fait. Il y a des choses que je vais garder, il y a des choses qui seront pour la vie d'avant. Je pense que j'ai eu un énorme sentiment de fatigue et d'épuisement nerveux, parce que c'est 10 ans d'entrepreneuriat en solo, de gestion de croissance, mariage, gamin, deuxième gamin, Covid. Ça faisait beaucoup à gérer. Je trouve que ça faisait beaucoup à gérer. Je suis humain, et donc j'avais une forme de fatigue aussi. La boîte se développait à un point où finalement, quand t'es patron d'une boîte de 150 personnes, ce que tu gères, c'est les grosses galères. Et donc, du coup, c'est de plus en plus dur, même si t'es de mieux en mieux entouré. Ça reste quelque chose qui est difficile. Et moi, je suis drivé par l'envie de continuer d'apprendre. Ce qui m'intéresse le plus personnellement dans la vie et dans les choix que je fais, c'est est-ce que c'est intéressant, est-ce que j'apprends des choses? Est-ce que je peux avoir de l'impact dessus? Et là, je sentais qu'effectivement, déjà, les équipes que j'avais étaient déjà meilleures que moi. Et donc, du coup, ça t'interroge sur quel est ton rôle. Tu vois, si dans une stratégie de développement d'équipe, t'as envie aussi de laisser des places à d'autres. Je me disais quand même que c'était cool d'aider les autres à croître et à faire passer des messages commerciaux, mais que cette compétence-là, vu le monde dans lequel on était, cette compétence-là pouvait peut-être être utile d'une autre manière. Donc, on le faisait déjà au travers de nos campagnes, très bien, mais est-ce que ça devait pas devenir une priorité plus forte? C'était la question que je me posais. On était déjà à nous approcher pour vendre. Tu vois, donc aussi, il y avait un sujet de l'occasion, on fait le larron. Bien sûr. On te propose cet exit-là. Moi, j'approchais des 37 ans. Je savais que du coup, j'allais devoir faire une intégration de 2-3 ans où tu restes à bord du projet de 3 ans, que du coup, à 40 ans, j'allais pouvoir sortir. Et que ça faisait, moi, un peu ma décennie. Tu vois, comme je te disais, je fonctionne beaucoup par décennie. Donc, je me disais, là, tiens, j'ai peut-être une opportunité de capitaliser et puis, je vais être très honnête, de faire de l'argent. C'est-à-dire, en fait, tu t'es investi dans un projet à risque fortement, tout ce que tu as fait est dans le projet et en termes d'énergie, c'est chronophage et tu rates des occasions de vie parce que tu es au boulot et que ça te plaît. Mais je me suis dit que c'était peut-être le moment de lever le pied. J'avais un deuxième enfant qui arrivait. Je me disais aussi, pour être très honnête, ma femme et moi, en fait, on a beaucoup travaillé ensemble pour équilibrer et laisser la place à chacun de grandir. Mais moi, évidemment, par la nature de ce que j'ai fait, ça a un peu écrasé le couple. Et donc, du coup, l'idée, c'était aussi de se dire, tu t'es beaucoup investi pour que je puisse briller et faire mes choses. C'est aussi peut-être le moment que les choses s'inversent. Donc, moi, me retirer, à ce moment-là, vendre la boîte, me retirer, laisser du temps, prendre du temps en famille et tout, je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité là de le faire. Alors du coup, tu bascules, tu vends, et puis tu te mets à t'intéresser et à être actif sur plein de sujets. Alors je les ai cités rapidement en intro, on va se les prendre à un si tu veux bien. Vas-y. Il y en a un qui m'a particulièrement, que j'ai trouvé assez génial, c'est le collectif que tu as créé au moment des législatives en 2022, si je ne me trompe pas, c'était 2022.
législatives qui nous ont toutes surpris. C'est 24 non, législatives 24, excuse-moi, je te dis une bêtise. 2024. Législatives qui nous ont surpris. On était après les européennes, personne ne s'y attendait. Et là, Macron dissout l'Assemblée. Et tout le monde est mort de trouille à ce moment-là, parce qu'on se dit le RN va arriver au pouvoir, potentiellement. Au mieux, on a une assemblée ingérable. Au pire, on a le RN. Et tu vas, en 15 jours, rassembler autour de toi, utiliser les méthodes que tu as utilisées pour les grandes marques auparavant, mais cette fois-ci, pour éviter que l'abstention nous fasse basculer dans une arrivée du RN. C'est le collectif Mouiller le maillot. Raconte-nous, comment l'idée t'est venue, c'était quoi ces 2 semaines? Pour contexte, en fait, ma femme, qui bossait en pub avant moi, qui marchait très bien, très forte, a basculé quelques années plus tôt, on va dire en 2020, post-Covid à nouveau, quoi. 2e enfant, congé mat, changement de vie, deuxième congé mat, retour de 2e congé de mat, envie d'autre chose, ce qui est un schéma assez régulier. C'est ça que je trouve que les pauses sont intéressantes, finalement, que les femmes en font parfois contraintes par le congé mat, pas les hommes, et je pense que ça amènerait beaucoup de recul de pouvoir faire ces pauses-là, même si c'est 2-3 mois, 6 mois, peu importe. Elle a basculé, elle, dans le monde des ONG, et apporter plus de sens du coup à son travail, moins d'argent, c'est vrai, mais plus de sens. Et je voyais ça, et forcément ça infusait quoi, les réseaux, les discussions, elle continuait d'apprendre beaucoup de choses, ça m'intéressait, mais de loin, et moi j'étais Elle était sur quelle cause dans les ONG? Elle travaillait notamment sur la migration, la perception de la migration. En France. Et ma femme est beaucoup plus politisée que moi, historiquement, vient d'une famille plus politisée que moi. Moi, je suis dans une famille plutôt entrepreneuriale, d'immigrés, donc tu vois, voilà. On est proche politiquement, mais elle a une culture politique, fait des études de sciences politiques en plus, donc vraiment beaucoup plus politisée que moi. Elle m'a emmené dans mes premiers meetings où, moi, j'aurais rien fait, quoi. Et donc, du coup, c'est un vernis, en tout cas, qui me pénètre un peu. C'est une culture que je commence à acquérir. Et, quand donc je vote toujours, j'ai voté pour les européennes. Résultat des européennes, comme tu le dis, c'est le RN qui est en tête. Et le jour de l'annonce des résultats, immédiatement, le président Macron décide de mettre en place les législatives, de dissoudre l'Assemblée, ce qui veut dire que mécaniquement, tu as un vote dans les 3 semaines, 1 mois, et que la logique veut que si les Français ont voté d'une certaine couleur politique à un instant T, à J+30, il y a forte chance. Il y a un grand risque. Il y a de fortes chances qu'on reproduise le même schéma et que du coup l'extrême droite prenne Matignon et qu'on ait un premier ministre d'extrême droite. Moi, en tant que jeune immigré en France, républicain de fou, marié à une immigrée avec des enfants métis, qui croient en le commun, tu vois, l'idée de vivre ensemble et pas en la discrimination, racisme et tout, qui est grandi et qui vote depuis mes 18 ans, qui est voté du coup pour Chirac, pour faire tu vois, donc je me dis c'est terrible en fait que potentiellement dans 4 semaines, on se retrouve avec l'extrême droite à Matignon, et je me dis, et pour te donner la notion de visionnaire que je suis, je me dis en fait, en Allemagne, parce que je regarde un peu la politique européenne, en Allemagne, en fait, il y a l'AfD qui est un parti d'extrême droite. Si la France passe à l'extrême droite, que l'Allemagne passe à l'extrême droite, le binôme franco-allemand, qui est le moteur de l'Europe, passe à l'extrême droite. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, l'Europe tombe. Le Parlement et la Commission. En fait, moi, je vois un espèce de domino, des effets domino, où je me dis, cette décision-là, et l'enjeu de la France, là, sur ces élections, c'est l'avenir de l'Europe, potentiellement la guerre. Enfin, tu vois, je me dis, c'est un style de vie pour l'humanité européenne qui est bouleversé sur une élection. En ayant conscience de ça, j'ai 2 choix. Soit je fais rien, je me dis bon, je vais peut-être aller voter. Tu prends un exomile. Voilà, et puis tu regardes si je peux émigrer en Nouvelle-Zélande, mais c'est pas trop mon style. Soit tu dis qu'est-ce que je peux y faire avec le capital culturel, le réseau que j'ai. Et en fait, mon modèle de fonctionnement, c'est de me dire, ok, en fait là, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Et pour faire des choses, moi je crois beaucoup au collectif. Donc immédiatement, je dis à ma femme, en fait, là, c'est dingue si c'est en train de se passer. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, je vais bosser dessus. J'étais en train de bosser avec mon frère sur des projets de solaire. J'ai tout arrêté en me disant, c'est 1000 fois plus important que les projets. C'est maintenant. En fait, il y a 3 semaines, là. C'est un sprint. C'est un sprint. J'assemble des gens avec qui j'ai bossé, qui ont aussi l'envie de se dire, en gros, il y a eu 7 millions de votes de mémoire pour le FN. Et en même temps, il y a eu 7 millions de votes abstentionnistes chez les jeunes. Je me dis, si on arrive à rééquilibrer, faire en sorte que les jeunes votent, et qui rééquilibre,
on peut peut-être faire en sorte que le RN ne passe pas. Mais ça, c'est vachement intéressant. C'est là où d'un coup, tu trouves un loophole. C'est mon taf. Ouais. Ça, trouver des angles, ce qu'on appelle des insights, trouver un levier de communication pour actionner un projet final, parfois commercial, parfois social. Ça, c'est ce que j'ai appris à faire, quoi. Et je me dis, on va le faire, mais pour le bien général. Et donc, on se dit, on va cibler les jeunes. On connaît bien ces médias-là. On est capable de le faire. Je réunis des gens autour de moi de bonne volonté. Le fameux Pierre en question que j'avais embauché sur Netflix, qui était parti depuis, on se réunit, j'envoie des textos en disant, voilà, les gens les plus créatifs et les plus engagés, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? Il se trouve que dans ma boîte, les gens étaient créatifs et engagés. Donc, je suis allé puiser dans ces ressources-là. On se connaissait, on était en confiance, et j'ai juste fait une réunion hangout en disant, les gars, moi j'ai peur. En vrai, c'est drivé par la peur, quoi. Bien sûr. J'ai peur. Franchement, ça serait horrible que le RN passe, et ça serait encore plus horrible qu'il passe sans qu'on ait rien fait. Donc, est-ce que vous voulez faire un mode commando où on bosse soir et week-end, vous bossez, vous avez vos tafs, mais le soir et le week-end, on se met ensemble pour essayer de trouver des idées, faire des trucs archi efficaces, archi coup de poing pour mettre en place une forme de résistance au RN. Donc, je fais ces call hangouts, je fais le casting des gens, j'envoie plein d'invitations, les gens répondent pas, sont occupés, pas occupés et tout. Et en fait, on se met en équipe, tous en hangout, sans jamais se rencontrer. En 3 jours vient l'idée de faire le maillot parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est l'Euro. C'est l'Euro, donc en gros, on est dans un truc où l'équipe de France joue, l'équipe de France va peut-être gagner, et l'équipe de France, comme le drapeau français, ça fait partie des choses qui fédèrent encore la nation française qui est fracturée. On se fédère, là c'est la Coupe du Monde en ce moment, on se fédère derrière ces 22 bleus, ces 23 bleus. Et donc on s'est dit, tiens, enfin c'est pas moi, mais Elias a eu cette idée de se dire, tiens, est-ce qu'on n'utiliserait pas le symbole qui nous unit à travers tout le spectre politique pour inciter les gens à voter? Inciter les jeunes, tu leur dis pas quoi voter évidemment, non. Mais par contre ton cheval de bataille, c'est luttons contre l'abstention. Exactement. Soyons des citoyens, allez, soyez responsables de l'avenir, allez voter. Le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Tu vois, pour moi, c'est ça le plus grand risque, quoi. Les heures les plus sombres de l'histoire sont liées au fait que des gens n'ont rien fait. Ouais. Et on a évité certaines des catastrophes historiques parce qu'une voix s'est élevée, une enfant, un général, une maman, un soldat, un résistant. C'est ça qui a fait, finalement, dérailler un train, retarder quelque chose, donner une information. Donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et notamment, le gros réservoir de vote et d'abstention, il est chez les jeunes. Les vieux votent. Les jeunes ne votent pas assez. Donc, on s'est dit, on va les mobiliser et on va mettre un maximum d'énergie pour qu'en gros, ils aillent voter. Donc, tu lances une campagne qui s'étale sur 2 semaines. Tu mobilises tout ton réseau et notamment les joueurs de foot qui vont enfiler le maillot. Exactement. Et derrière le maillot, c'est floqué. Je vote le 30. Je vote le 7, nom du joueur. Je vote le 30 pour le premier tour et je vote le 7 pour le deuxième tour. Ouais. Donc, en gros, nous, on s'est dit, il faut qu'on mobilise partout en France. Déjà, c'est une approche, on vit à Paris, mais on s'est dit, en fait, il faut mobiliser partout, dans le sud, dans le nord, dans l'est. Donc, on a cette idée de maillot, c'est génial. Donc, déjà, logistiquement, il faut trouver 100 maillots, il faut les payer. Nike, évidemment, va pas te donner les maillots, parce que c'est politique. Même si on désigne pas un camp, mais c'est quand même politique. Donc, on trouve des financements pour trouver les maillots. Ensuite, il faut designer les maillots, faire imprimer 100 maillots en urgence, les envoyer à Marseille, à Toulouse, à Lille, et les envoyer à des stars, mais aussi à des animateurs de quartier. Parce qu'en gros, nous, l'idée, c'est pas juste une campagne tu veux tous les relais. Ouais, tu veux tous les relais de terrain comme médiatique. Sûr, et donc, du coup, on se retrouve partout en un temps incroyable. Tu donnes des maillots à des gens qui sautent dans un train parce qu'ils vont à Marseille pour le week-end et qu'ils le donnent à une actrice et du coup, ça se retrouve sur les réseaux. On active les influenceurs qui les mettent et donc, on se retrouve vraiment à faire 100 maillots en 2 semaines avec une super idée qui est visible partout. Ça se retrouve dans des soirées Netflix, ça se retrouve à la télé, ça se retrouve en radio, sur les réseaux, les gens en parlent et ça mobilise. Et ce qui est intéressant dans ce projet, ce qui m'a plu, c'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à disposition ce maillot comme un étendard de l'engagement pour voter. Ouais. Et les gens l'ont repris et ont fait des choses totalement différentes. C'est-à-dire, il y en a un qui a fait des sketchs, qui ont fait des millions de vues, et c'est tant mieux. L'autre qui a fait une photo sur la plage avec, et c'est tant mieux. L'autre qui allait à une soirée, et très bien. Donc, du coup, on a donné l'occasion, et c'est ce qui parfois manque. C'est juste te donner le moyen d'exprimer quelque chose que tu as envie d'exprimer. Et nous, on a mis ça à disposition. Oui, et puis c'est comme ça que ça part en viral. Et ça a été le cas, ça part en viral. L'abstention, on le sait, lors de cette élection a été particulièrement faible pour plein de raisons, mais en tout cas, vous y avez participé, et certainement chez les jeunes. À petite échelle. Oui, tu as fait ta part. Pour clôturer sur ce sujet-là, aujourd'hui, on est moins d'1 an avant les prochaines élections.
Ce sujet-là n'a jamais été aussi fort, en fait. Est-ce que ça fait toujours partie de tes projets, de travailler sur le maintien d'un axe républicain, on va dire, peu importe la couleur, lors des prochaines élections qui sont hyper clés? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter un peu les projets que tu aurais derrière? Ouais. Lors de ces élections-là, un des acteurs qui m'a beaucoup impressionné, c'est le média Street Press, que je connaissais un peu, mais qui a fait tous les portraits des brebis galeuses qu'on voyait les mecs sur France 3, qui en fait avaient un compte d'extrême droite Facebook ouvert, et tu découvrais qu'en fait la tête de liste, j'en sais rien, dans le 37. Je me souviens. Ça, franchement, je pense que ça fait un travail de fou parce que ça a démasqué. Oui, parce qu'on voit Bardella, Le Pen, et on voit pas évidemment tout la profondeur, la noirceur de toutes les têtes de liste locales. Effectivement, c'était sorti à ce moment-là sur les réseaux. Voilà les personnes que vous allez élire en fait en élisant le RN. Donc ça, c'est le travail qui a été fait par Joe Weiss, qui est le patron de Street Press, et son rédacteur en chef Mathieu et l'ensemble de leurs équipes. J'ai trouvé ce travail formidable. Vraiment, je me suis dit, les gars, vous avez mis de la vérité dans un débat où on a que la surface, quoi. On a une surface polie et vernie. Et en fait, moi, j'ai décidé, dans les investissements que je fais financiers, de soutenir ce média-là. Parce que les médias peinent en France, c'est dur, les médias indépendants. Et je me suis dit, OK, les gars, vous avez fait du travail là qui a eu un impact sur la société. Moi, j'ai essayé de faire ça à mon niveau, mais vous, le travail que vous avez fait, c'est vraiment canon. Qu'est-ce que vous faites collaborativement pour je collabore pas avec eux, je leur donne de l'argent pour qu'ils puissent faire leur travail. Pour qu'ils aient pas à se préoccuper de trouver des fonds pour que les journalistes puissent faire ce taf-là. Je comprends. Mais ma question, c'était, vous avez agi en urgence, parce que tout le monde a été surpris, vous comme tous les Français. Là, on n'est pas dans l'urgence, mais par contre, le compte à rebours a commencé. Ouais, tout à fait. On connaît nos risques. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a deux façons de faire. Et la plupart d'entre nous, on regarde ça en étant terrorisés. On regarde la bête dans les yeux. On se dit, putain, un jour de moins, on se rapproche. À quelle sauce on sera mangé? Je ne sais pas si ça sera en mars, en avril prochain. Voilà. Mais dans ces eaux-là, mais donc, du coup, là, vous avez le temps pour vous. Ouais, est-ce que vous y pensez? Ouais, en fait, au-delà d'y penser, un des projets sur lesquels j'ai investi sur Street Press, c'est qu'ils font en place de la formation dans toute la France de jeunes journalistes qui vont faire ce travail qu'ils ont fait, à savoir débunker les fake news du RN. Donc en gros, là, ils font un programme académique d'1 an où, au moment de la présidentielle, il n'y aura plus une force de frappe d'une vingtaine de journalistes, mais de centaines de personnes qui ont été formées à traiter l'information et traiter la désinformation. Et donc du coup, eux, ils ont pris le temps en se disant, désormais, post-législative, on a le temps. C'est super. De se préparer. Donc, du coup, moi, je les ai accompagnés dans ce projet-là, qui est de beaucoup plus de pédagogie et beaucoup plus de proximité, parce que je pense qu'une fois que tu as l'information qui t'est donnée beaucoup plus clairement, tu peux beaucoup plus clairement évaluer tes choix. Bien sûr. Et donc, ce travail-là, c'est un travail qui est fait par l'équipe de Street Press et c'est canon. On a envie de le faire, ce sujet de formation et de débunkage, et sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche, qui sont quand même deux sujets qui aujourd'hui sont des risques à égalité. Je voudrais te faire parler d'autres thématiques, si tu veux bien. La santé mentale. Ouais. Vous avez lancé en fin d'année dernière un documentaire qui a fait plus de 10 millions de vues, c'est absolument dingue, avec à nouveau un mécanisme pour occuper toutes les natures d'écran et de viralité, qui s'appelle Tête plongeante, et où on retrouve aussi cette façon de s'appuyer sur des stars et des stars du sport, pour aller traiter d'un sujet, le rendre accessible, pédagogue, parler aux jeunes. Donc en fait, plein de similarités avec ton traitement de ta campagne mouillée de maillot, mais appliqué à un sujet très différent. Pourquoi ce sujet-là et voilà, comment les mécanismes sont venus naturellement? En fait, je suis devenu actionnaire d'un média canon sur la jeunesse qui s'appelle Bouscapé, qui est le premier média musical et culturel pour les jeunes en France, qui existe depuis 20 ans. Et parce que c'est un média qui est actuel et qui traite des problématiques culturelles de la jeunesse, parle de santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, les artistes en parlent dans leurs chansons, ça fait partie de la réalité du quotidien des élèves qui, j'en sais rien, ils sont en 3e aujourd'hui, leur 6e, c'était peut-être pendant le Covid. Et pendant 6 mois, ils sont pas allés à l'école. Et je pense qu'effectivement, ça a un impact sur ta santé mentale, la sociabilisation que t'as pas eu pendant 6 mois, 9 mois. Bien sûr. Donc, naturellement, la santé mentale est un sujet qu'on traite chez Bouscapé. Les joueurs de foot champions 2018 ont, eux, une fondation qui s'appelle Génération 2018. Et la santé mentale est un sujet qu'ils voulaient traiter. Et ils ont cherché un média pour le traiter, pour adresser aux jeunes. Et naturellement, ils ont adressé une demande de Bouscapé d'interview. Est-ce que vous souhaiteriez interviewer les joueurs de l'équipe de France? Canon. Vraiment, super opportunité. Moi, néanmoins, je me suis dit, on peut faire des interviews sur les réseaux
mais qui du coup vont vivre sur les réseaux, mais pas forcément durer et être pérennes. Bien sûr, c'est le sujet des réseaux. C'est le sujet des réseaux, c'est très bien, c'est les caisses de résonance géniales, allez, mais au mieux un mois. Voilà. Donc comment faire quelque chose de pérenne et beaucoup plus impactant, qui puisse finalement servir le propos, qui est d'aider les jeunes et d'aider la nation, encore plus dans le fait que l'année 2025, la santé mentale était la grande cause nationale établie par le gouvernement. Donc en gros, moi, ce que j'ai aidé à faire, c'est dire aux joueurs et à Bouscapé, est-ce qu'au-delà des contenus digitaux, on ferait pas un documentaire, une œuvre culturelle, durable, pérenne, éternelle, si tu veux même, qui permettra de mettre en scène les propos que vous voulez raconter et cet engagement que vous voulez avoir envers la société française, de montrer que on peut avoir tout l'argent du monde, tout le succès du monde, être jeune, beau, mais que la santé mentale, ça reste quelque chose de fondamental et que c'est un tabou qu'il faut absolument briser. Tabou en particulier dans le monde du sport, où Exactement. tu parles que de performance. Performance, c'est des super-héros, c'est des surhommes, des super-femmes. Donc, montrer sa fragilité dans ce cadre-là, c'est encore plus parlant. Donc, ils ont accepté. On a ramené autour de la table nos partenaires de SoFoot et SoPress, qui sont géniaux, qui sont des super producteurs, qui ont un talent fou et connaissent très bien aussi le sport. On a parlé au gouvernement en disant, on pense qu'on peut créer une œuvre qui, avec votre soutien financier, peut faire du bien à la société et l'envoyer au plus grand nombre. Et c'est votre problématique aujourd'hui, en termes de santé mentale. Vous voulez adresser le sujet, donc on vous propose de le faire avec les joueurs de foot engagés, qui sont parmi les personnalités préférées des Français, en ayant, c'est important pour nous aussi, des récits qui soient divers et mixtes, parce qu'en gros, on aurait pu parler que des footballeurs hommes, mais c'était très important pour nous que dans l'ensemble du projet, on ait des voix sur tous les sujets de santé mentale. Et donc du coup, le projet s'est fait en 2025. On a vraiment bossé ardemment, parce qu'en plus, là, on est passé entre les gouttes de tous les coupes budgétaires. Enfin, les gouvernements le cornu couper les budgets à chaque fois, ça rabotait. Là, t'es sur la com, sur la santé mentale, tu peux dire c'est secondaire. Donc, vraiment, on remercie tout le monde et tous les acteurs, toutes les parties prenantes, les assos avec qui on a bossé, les joueurs de foot, la prod et tout. Vraiment, c'était un travail de longue haleine. Et en décembre, du coup, on a réussi à sortir le documentaire en ayant en partenariat MK2 pour une sortie en salle, YouTube qui nous a accompagnés, TV5 Monde qui a diffusé ça dans 200 pays, sous-titré. Donc, moi, je suis ravi qu'au Vietnam, il y a peut-être une petite fille du Vietnam qui soit tombée sur le documentaire sous-titré en langue vietnamienne et qui se dise, ah tiens, si Varane, il galère là-dessus à 18 ans sur sa santé mentale, peut-être que moi c'est légitime qu'à 14 ans. Donc on a vraiment eu ce projet avec une super couverture médiatique et surtout un partenariat, et c'est je pense la chose la plus intéressante dans ce projet pour moi, c'est que on a réussi à signer un accord avec l'Éducation nationale pour que le documentaire figure dans les ressources à disposition de tous les profs de France. Donc si vous êtes un prof ou un parent d'étudiant ou un étudiant de plus de 14 ans, il y a des ressources sur Eduxol, vous tapez tête plongeante et Eduxol et vous avez toutes les ressources pour avoir le débat, pour ouvrir le sujet au sein de votre classe, de votre école, sur la santé mentale en France. Et ça, pour moi, c'est le plus gros succès, au-delà des vues, c'est le plus gros succès de ce documentaire. C'est génial. Et je vais juste rajouter une chose, c'est que, bien sûr, il y a des interviews de stars, mais tu as des interviews de jeunes bien sûr. Et qui sont mis à même niveau. Et ça, c'est très touchant parce que, d'une part, ça fait descendre la star de son piédestal, le sportif de son piédestal. Ouais. Ça lui redonne son humanité. Et puis, à l'inverse, le jeune, voilà, il est vraiment au même niveau. C'est fabuleux. Ça, franchement, je félicite mon coproducteur Brieux, qui a bossé sur cette partie-là, notamment artistique, et sur l'éditorial avec Lenny, le réalisateur. Nous, c'était très important que ce soit pas un documentaire de célébrité, qui ait une notion c'est comme ça que ça devient accessible. Quoi. Exactement. Et c'est même intéressant parce que je vis au Nigeria désormais, et j'ai diffusé le documentaire dimanche dernier à l'Alliance française pour faire le lien. Et donc, du coup, à une audience qui est totalement nigériane, passionnée de foot ou de santé mentale, et qui ont totalement reçu ce documentaire qui quand même est extrêmement français, sur des histoires françaises en langue française. Et donc du coup, il y a une notion universelle dans ce documentaire-là qui est hyper intéressante et moi j'ai envie que ça voyage encore plus et qu'on puisse aider encore plus de gens à travers la culture. Ce qui est intéressant dans ce documentaire pour moi personnellement, pour me comprendre, c'est que ça rejoint exactement l'endroit où moi j'ai envie de me situer, qui est l'intersection entre la culture, à travers un film documentaire, et le sport si tu veux, et l'impact social. Oui. Voilà, je suis exactement désormais, j'ai envie de me dédier à cette intersection-là, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Donc ouais, cette intersection entre la culture et l'impact social, on le voit très bien dans les exemples, dans les illustrations que tu viens de donner, et il y en a d'autres, je vais peut-être en citer quelques-unes pour qu'on les ait en tête. Tu es dans un collectif que tu soutiens et dont tu es vraiment partie prenante, qui s'appelle Impact France. Impact Film, ouais. Impact Film, pardon, Impact France c'est autre chose, Impact Film.
qui travaille le sujet du handicap et des minorités de façon générale dans la fabrication des récits, dans la culture, donc dans les films, dans les docus, dans les pubs, dans les séries, dans tout ce qui nous raconte nos histoires et qui nous fabrique notre cerveau, en fait. Et vous avez notamment mis un ticket dans un petit truc en plus qui est juste génial. Merci. Vraiment, et puis très grand public. Donc, tu vois, en capacité à transformer les récits, c'est génial. J'aurais aimé avoir du temps pour te faire parler de l'Afrique et de tes prochains projets là-dessus. Et Delphine, on va faire un épisode 2. Et on va... Attends, ne me chauffe pas. On le fera peut-être à distance, parce que tu repars vite. Ou c'est pas grave, on le fera quand tu vas revenir. Pas de souci. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est dans cette intersection-là entre la culture et l'impact, quelles sont tes envies pour demain? Quels sont les sujets que tu veux voir traités? Je pense qu'il y a un vrai sujet sur le Nigeria, là où je vis depuis 1 an. C'est un pays qui est extrêmement jeune. Donc, en gros, 75% de la population a moins de 30 ans. Ce qui est très différent de la démographie européenne. C'est dingue. C'est dingue. C'est un pays qui a besoin de formation académique et où on a défini que les industries créatives étaient un des territoires où on pouvait le plus s'exprimer pour 2 raisons. Notamment parce que le Nigeria, c'est la 3e industrie audiovisuelle au monde. Donc, il y a Hollywood, Bollywood en Inde et Nollywood au Nigeria. Donc, en gros, c'est très fort. Et puis, actuellement, dans les musiques actuelles qui sont les plus écoutées, il y a l'Afrobeat qui est une musique nigériane. Donc, il y a un énorme réservoir de talent au Nigeria dans les industries culturelles. Et donc, moi, j'ai envie d'accompagner finalement toute cette jeunesse-là parce qu'on a une population de 250 millions d'habitants. 75% qui est à moins de 30 ans. Donc, il y a un réservoir créatif qui est énorme. Et en croissance de dingue, comme tu disais tout à l'heure. Exactement, avec une démographie qui est un peu trop galopante. Donc, là où je me place aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux aider cette jeunesse-là à se structurer dans le monde de la culture, à exporter son travail, à le monétiser et à la fois créer de l'emploi à travers la culture, créer de l'expression artistique et changer des vies. Donc aujourd'hui, je me situe là-dedans. On est en train de préparer le premier festival de musique franco-nigériane parce que je continue d'aimer de faire le pont entre ces 2 choses-là qui permettra de donner la visibilité aux artistes nigérians à l'échelle globale. Donc, je travaille là-dessus avec les équipes de TV5, les équipes de Bouscapé, les équipes de Trace et plein d'autres partenaires qu'on cherche encore à valoriser finalement le patrimoine culturel et attirer l'attention du monde sur la créativité nigériane qui est vraiment, je pense, le nouvel or ou la nouvelle essence, quoi. Ouais, c'est génial, Walé, parce que tu t'appuies sur une force de dingue, mais par contre qui s'exporte pas au niveau auquel il serait, enfin, qu'il serait en droit d'attendre. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est utiliser la culture pour un impact direct sur la vie des gens. Parce qu'en gros, on sait qu'aujourd'hui, un artiste qui marche bien peut créer autour de lui jusqu'à 120 emplois. Oui. Et ça, c'est durable et c'est de l'impact. Et ça, pour moi, c'est ce qui est vraiment excitant aujourd'hui. C'est les 2 aspects, j'imagine. Hein. C'est le développement, comme tu viens de le dire, sur place, mais c'est aussi le changement de la perception quand tu exportes. Exactement. Ouais. Moi, je suis fasciné par ce que la Corée a réussi à faire en 30 ans. Ouais. Sur tout la K-Wave qu'ils ont réussi à faire, qui va aujourd'hui de la télévision jusqu'aux produits cosmétiques, où je me dis, voilà, ça a été intentionnel de la part du gouvernement coréen d'utiliser les industries créatives comme un véhicule économique et de soft power. Petite anecdote, comment ça a commencé? Il me semble que quand la Corée regarde le nombre d'entrées qu'a fait le film de Spielberg, il a généré plus de revenus mondialement que l'industrie automobile coréenne, et ils se disent, ah ouais, en fait... On a un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire sur ces industries. Et maintenant, on a BTS et tous les... Ouais, donc on te donne 5 ans pour dire la même chose du Nigeria. Rendez-vous dans 5 ans alors. Merci beaucoup. Allez, mes petites questions finales, juste, si tu veux bien. Vas-y. Est-ce que tu as un bouquin à nous recommander? Ouais, lisez le bouquin de Street Press qui vient de sortir contre l'extrême droite, parce que je pense que c'est une manière d'agir, de soutenir et surtout de comprendre et de le partager. Super. Une personne qui devrait reprendre ta place? Olivier Sabi, le fondateur d'Impact Film. Super, génial. Olivier, attends-moi, j'arrive. Allez, merci. Tu vas nous manquer en France, parce qu'il y a tellement à faire, tellement de causes sur lesquelles, justement, cette intersection médias et impact est vraiment cruciale. Mais je suis sûre que tu continues à agir depuis Lagos. Et puis, je te souhaite un énorme succès dans le développement de l'industrie créative à Lagos. Tu vas être un atout de plus pour cette industrie. Merci beaucoup, Delphine. Merci à toi. À très vite. Ouais, salut. À très vite. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Demain n'attend pas jusqu'au bout. Merci à celles et à ceux qui s'abonnent sur la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître Demain n'attend pas, qui est un média complètement indépendant et qui n'existe que grâce à vous. Si vous préférez voir cette discussion en vidéo, pas de problème, le podcast est maintenant disponible sur YouTube. Et si vous voulez suivre mes actualités, c'est très simple, inscrivez-vous à la newsletter ou suivez-moi sur mon compte perso sur LinkedIn ou sur le compte du podcast sur Instagram.
Vous aurez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et encore une chose, le livre du podcast Les Inspirants est toujours disponible pour vous dans toutes les bonnes librairies. À lire et à offrir très largement. Allez, à très bientôt pour un prochain épisode de Demain n'attend pas.